plate-bande que quelques fidèles amateurs de jardinage essayaient d'entretenir avec plus d'optimisme que de succès sur le sol très pauvre qui se trouvait en bordure de chemin. « Oh, regarde !» s'exclama-t-elle, « les premiers dahlias. Je n'aurais jamais cru qu'ils fleuriraient. Non, ne les cueille pas, ils sont si jolis là où ils sont. » Le garçon s'était penché et fouillait parmi les herbes, mais tandis qu'elle parlait, il se redressa et fourra son poing sale dans sa poche. « Vous n'en voulez pas pour la BMV, Blessed Virgin Mary. Non, nous avons déjà les roses de ton oncle. Si seulement c'était vrai. Il faut que je le demande à ta reine, se dit-elle. Je ne peux pas continuer à offrir des fleurs volées à la Sainte Vierge. Mais supposons qu'elle ne soit pas volée et que j'accuse ta reine à tort. Je détruirai notre amitié et je lui mettrai peut-être cette idée de vol dans la tête. Des phrases à demi oubliées lui revinrent à l'esprit. Corrompre l'innocence, une incitation au péché. Il faudra que je réfléchisse à la question, se dit-elle, mais pas maintenant, pas encore. Elle fouilla dans son sac pour trouver la clé attachée à un anneau de bois et essaya de l'introduire dans la serrure. Elle n'y parvint pas. Surprise, mais pas encore inquiète, elle tourna la poignée. La lourde porte ferrée s'ouvrit. Quelqu'un l'avait déjà ouverte. Une clé se trouvait de l'autre côté de la serrure. Le couloir était sombre et silencieux. La porte de chêne qui, à gauche, menait à la sacristie fermée. Le père Barnes était donc déjà là. Bizarre. Il n'arrivait jamais avant elle. Et pourquoi n'avait-il pas éclairé le couloir? Alors que, de sa main gantée, elle touchait le commutateur, Darren se faufila à côté d'elle et s'approcha de la grille en fer forgé qui séparait le couloir de la nef. Il aimait allumer un cierge en arrivant. Il passait ses maigres bras à travers les barreaux pour atteindre le chandelier et le tronc. Un peu plus tôt, pendant leur promenade, elle lui avait remis sa pièce de 10 pence habituelle. Elle entendit un faible tintement, puis vit l'enfant planter son cierge dans la peau beige et prendre les allumettes dans leur support de cuivre. Ce fut alors, à ce moment précis, qu'elle se sentit envahie d'une brusque angoisse. Une prémonition alerta son inconscient. Son inquiétude antérieure et un vague sentiment de malaise s'ajoutèrent, se cristallisèrent en peur. Une odeur inconnue et pourtant désagréablement familière. L'impression que quelqu'un venait de partir. La signification possible du portail non fermé à clé. Le couloir obscur. Soudain, elle sut que quelque chose de terrible était arrivé. Elle appela « Darren !» Il se tourna, la dévisagea, puis aussitôt revint auprès d'elle. D'abord doucement, puis d'un mouvement brusque, elle ouvrit la porte. La lumière l'aveugla. Le long tube fluorescent du plafonnier était allumé, éclipsant la faible lueur du couloir. Ensuite, elle eut une vision d'horreur. Il y en avait deux, et elle sut immédiatement, avec une certitude absolue, qu'ils étaient morts. Dans la pièce, tout était sans dessus-dessous. Comme deux bêtes à l'abattoir, les hommes gisaient dans une mare de sang, la gorge tranchée. Instinctivement, elle tira Darren derrière son dos. Mais il était trop tard. Lui aussi avait vu. Il ne cria pas, mais elle le sentit trembler.